Elle savait que c'était le kibbutz ou rien. Et d'ailleurs, vous savez qu'elle a fugué la maison de ses parents. Elle a quitté en pleine nuit la maison de ses parents. D'abord parce qu'il ne voulait pas la laisser faire d'études supérieures. Il pensait que c'était pas bien pour se marier, pour trouver un mari. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Lursa, auteur, traducteur et créateur des éditions La Bibliothèque sioniste. Alors, il est ici pour nous parler du dernier né de la collection. C'est un livre sur Golda Meir. Bonjour Pierre Lursa. Bonjour Cathy. Alors, Golda Meir, La maison de mon père, c'est le petit dernier sorti dans votre maison d'édition. C'est le Corona qui a fait que vous êtes décidé à créer cette maison d'édition ? On pourrait dire les choses comme ça, oui. Disons qu'on a eu beaucoup de loisirs et voilà, moi j'en ai profité pour des loisirs studieux. Des loisirs studieux. Alors, une collection dont le but est quoi exactement ? Le but, c'est d'apporter aux lecteurs francophones des grands textes sionistes, soit des grands théoriciens comme Jabotinsky, des grands dirigeants comme Golda Meir, dont les textes soit n'ont jamais été traduits en français, soit ont été un jour traduits, mais il y a tellement longtemps qu'ils sont épuisés et donc ils ne sont plus accessibles. Donc c'est vraiment de mettre à la portée du lecteur francophone, je dirais, la quintessence de la pensée et de l'action sioniste. Donc les pères fondateurs. Les pères fondateurs, les grands dirigeants, il y a toute une palette. Pour l'instant, je viens juste de commencer, évidemment. Mais il y en a 3 seulement pour l'instant. Il y a 3 livres et il y a 2 auteurs. 3 livres et 2 auteurs. Ok. Alors, comment vous êtes décidé à traduire ce livre qui s'appelait Bête à vie en hébreu ? Comment vous êtes tombé dessus ? Est-ce que vous le connaissiez depuis longtemps ? Non, pas du tout. Je suis tombé dessus vraiment par hasard. On dit qu'il n'y a pas de hasard, mais je me promenais dans mon quartier à la Moshava et c'est dans la bibliothèque de rue. Je suis tombé sur un petit livre Golda Meir, un petit livre déjà assez ancien, publié il y a 50 ans. Et je l'ai ouvert et je suis tombé sous le charme. Les récits autobiographiques, ça a souvent un charme spécial. Et là, je suis vraiment tombé sous le charme. Et je me suis dit, ce livre mérite d'être traduit en français. Évidemment, j'ai vérifié qu'il ne l'avait pas été. Il ne l'a jamais été. Les gens qui ont lu une autobiographie de Golda Meir connaissent son gros livre paru quelques années plus tard, qui s'appelle My Life, Ma vie. Mais ce petit livre-là, il n'avait jamais été traduit. Alors, il n'a jamais été traduit et pourtant, il a été écrit alors qu'elle était encore Premier ministre. Oui, c'est son premier texte autobiographique. Elle a écrit en 72, donc en plein pendant son mandat. Elle a commencé à écrire donc ce texte de mémoire. Elle a publié en Israël en 72. Et puis, quelques années plus tard, quand elle était déjà plus Premier ministre, alors là, elle s'est vraiment attelée à rédiger toute l'histoire de sa vie. Mais ce livre-là, il a quelque part la fraîcheur d'un récit d'enfance, de jeunesse. Et vraiment, je trouve qu'il est à la fois très touchant et très intéressant aussi. Alors, La maison de mon père, de Golda Meir, les souvenirs s'arrêtent à quelle époque à peu près ? Eh bien, il couvre son enfance en Russie, ensuite en Amérique, sa jeunesse, son départ en Israël, son arrivée au kibbutz à Merchavia et s'arrête là dans les années 20. D'accord, donc il y a encore toute une partie de sa vie qu'elle racontera plus tard, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Mais il y a plein de choses très intéressantes dans ce livre. Qu'est-ce qui vous a, intéressé ? Alors, je dirais il y a principalement 3 choses, on pourrait dire. La première, évidemment, c'est la personnalité même de Golda Meir, qui est quand même une grande figure de l'histoire d'Israël et à laquelle on ne peut pas rester insensible. On connaît tous la légende de la Dame de Fer, la première femme et seule femme à ce jour Premier ministre d'Israël et la 3e au monde. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres depuis, il y en a eu quelques-unes. Il y a une photo célèbre, on la voit avec Margaret Thatcher. Donc ça, c'est la première chose, évidemment, qui m'a intéressé, comme tout le monde. La deuxième, c'est beaucoup plus personnel, c'est le fait qu'elle est montée en Israël à la même époque que mon grand-père. Donc c'est un petit peu le portrait d'une génération, celle de la 3e Aliyah, et évidemment qui intéresse beaucoup. C'est quelque chose à la fois de très lointain quelque part, parce qu'il faut se représenter l'idéalisme de ces gens qui arrivent dans les années 20. À l'époque, ils avaient un idéalisme fou. Absolument. J'écris dans la préface que c'était des gens qui avaient pour beaucoup renoncé à la religion de leur père, à la pratique du judaïsme, mais pour adopter une autre religion aussi exigeante et aussi contraignante, qui était la religion du travail, la religion de la vie en collectivité au kibbutz, la kfutza. C'est assez rigolo, je crois, dans le livre, parce qu'on apprend que pour Golda, c'est le kibbutz, sinon rien. Ah oui, elle était
carrément, elle était tout à fait persuadée, intimement persuadée que d'abord qu'elle devait monter en Israël et ensuite qu'elle devait s'installer au kibbutz. Et elle n'y connaissait pas grand-chose. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Studio Kalita, mais elle savait que c'était le kibbutz ou rien. Et d'ailleurs, vous savez qu'elle a fugué la maison de ses parents, elle a quitté en pleine nuit la maison de ses parents, d'abord parce qu'il ne voulait pas la laisser faire d'études supérieures. Il pensait que ce n'était pas bien pour se marier, pour trouver un mari. Donc, elle est partie chez sa sœur qui habitait à Denver. Et ça, c'est la première fugue qu'elle a fait. Et puis après, elle est partie en Israël sans demander l'avis de personne, hein, évidemment, avec son... Bon, elle était déjà mariée quand même. Mais on voit déjà dans ses premières années, même enfant, on voit la personnalité très forte, le caractère, bien sûr. Ouais, ce que Golda voulait... C'était ce qu'elle voulait, quoi. Ça devait arriver. Ah oui, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient lui résister. Non. Il y a la fameuse citation, d'ailleurs, qu'elle commente, qu'on attribue à Ben Gurion, je ne sais pas si c'est vrai, qui aurait dit un jour, c'est le seul homme de mon gouvernement. Et elle tourne ça un petit peu en ridicule. Elle dit, imagine-t-on un homme auquel on ferait comme compliment, c'est la seule femme de mon gouvernement. Eh bien, et elle a tout à fait raison. Et ça, c'est la troisième chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est son féminisme. Féminisme qui n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Elle le dit d'ailleurs, elle l'écrit quelque part. Elle dit je n'ai aucune sympathie pour les femmes qui manifestent dans les rues. Elle parle des États-Unis, qui brûlent, qui font des autodafés de soutien-gorge et qui détestent la maternité. Elle, son féminisme, elle l'explique, hein, elle l'explicite. Elle se déclare féministe. Elle se déclare féministe, mais dans un sens bien précis, puisque c'est un mot un petit peu fourre-tout. Il y a toutes sortes de féminisme, et parfois très antinomiques. Et le sien, c'est ce qu'elle appelle le féminisme constructeur, c'est-à-dire celui de ces femmes. Elle cite des exemples, Rachel Yanaït, la future femme du premier président de l'État d'Israël, Ben Zvi, des femmes comme elle d'ailleurs, dont elle fait tout à fait partie de ces femmes-là, qui ont revendiqué l'égalité des droits, évidemment, mais aussi l'égalité des devoirs. Et elle le raconte quand elle était au kibbutz. Elle voulait pas seulement... Elle était tout à fait contente d'avoir les tâches de la cuisine, du kibbutz, du réfectoire, mais elle voulait aussi participer à toutes les autres tâches, c'est-à-dire travail de la terre, la garde. Et ces femmes, dont l'histoire n'a pas souvent été d'ailleurs racontée, je crois qu'il y a un livre qui est paru récemment en Israël pour raconter l'histoire de 7 générations de femmes du kibbutz qui revendiquaient une égalité qui n'était pas du tout comme aujourd'hui, l'égalité de statut, de droit, ou voire égalité des sexes dans le sens le plus... mais au contraire, l'égalité, pour elle c'était faire les mêmes choses et donc, quelque part, se donner entièrement à la cautionniste à l'égal des hommes. Et avoir les mêmes devoirs. Avoir les mêmes devoirs, donc ça allait très loin. Elle raconte son tiraillement dans ce livre-là, entre sa vie de femme, sa vie de maman, et puis sa vie de femme politique. Elle le raconte un petit peu, c'est pas le sujet principal, mais ça transparaît entre les lignes, parce qu'effectivement, c'est une femme qui n'a renoncé à rien, qui a voulu tout à la fois, qui a voulu être à la fois une dirigeante, une militante sioniste tout d'abord, avant de devenir dirigeante. Elle avait de l'ambition, mais c'est surtout Ben Gurion qui l'a poussée en avant, qui a fait d'elle ministre du Travail, ensuite ministre des Affaires étrangères, puis après est devenu Premier ministre. Mais donc il y avait une ambition, effectivement. Il y avait aussi un esprit de sacrifice qui est celui de sa génération, de tout donner à la cause sioniste. Et en même temps, elle s'est mariée, elle a voulu avoir des enfants, et elle a voulu élever ses enfants. Et c'était pas toujours facile, parce qu'elle était toujours envoyée... À un moment, elle se pose un petit peu à peine, elle s'installe en Israël, et puis elle est envoyée à Moscou comme ministre plénipotentiaire. Elle est la première femme ambassadeur à Moscou. Et donc, quelque part, elle obéit toujours aux injonctions de la direction du mouvement, du parti, puis du mouvement sioniste, puis après de l'État d'Israël. Et en même temps... C'est sa famille qui trinque, quoi. Un petit peu, comme beaucoup de grands dirigeants sionistes, comme Herzl, comme Jabotinsky, mais je dirais qu'elle n'a pas sacrifié délibérément. Au contraire, elle dit quelque part, je n'ai jamais été absente de mon foyer une heure de plus que ce qui était strictement nécessaire. Donc elle voulait malgré tout se consacrer aussi à ses enfants. Et effectivement, il y a ce tiraillement qui est celui de toutes les femmes qui travaillent quelque part. Sûr. Et c'est ça qu'elle décrit. Bon, alors on comprend que dans ce petit livre, c'est ça qui est sympa dans cette collection, les livres, ce sont de petits livres, c'est pas des gros pavés pour ceux qui, que ça pourrait freiner, et on apprend plein de choses. C'est comme si c'était un condensé de la pensée de la personne que vous mettez en avant dans cette collection toute nouvelle, et franchement, bravo. Alors, on les trouve où, ces bouquins? Sur Amazon? Alors, on les trouve, pas que, je crois. On les trouve sur Amazon, on les trouve dans les bonnes librairies françaises en Israël, et le dernier, donc Golda Meir, La maison de mon père, il est publié sur Books on Demand, donc on peut aussi le commander dans toutes les librairies de France.
C'est-à-dire que c'est une édition comme ça digitale qui peut qui se transforme auprès des libraires, c'est ça? Les libraires impriment? Comment ça se passe? Books on Demand, c'est un système qui permet en fait d'imprimer les bouquins, quoi. Impression à la demande, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, comme autrefois, l'éditeur qui imprime un certain nombre de livres et qui ensuite essaie de les écouler. Bon, ça, c'est un petit peu le système du passé. Aujourd'hui, les livres sont imprimés seulement quand ils sont commandés. Et donc, ça permet que le livre est présent à la fois sur Internet et aussi, il peut être commandé physiquement dans les librairies. Ouais, c'est vachement bien. Oui, c'est tout à fait moderne et pratique. Tout à fait, c'est un super système. Donc, on peut les trouver, vous pouvez les trouver chez votre libraire ou sur Internet, comme vous voulez. En tout cas, bravo pour Golda Meir, bravo pour la collection. Et on espère, mais on en savoir plus pour les prochains. On se demande ce que vous allez publier ensuite. Eh bien, je ne le sais pas encore, mais il y a beaucoup de candidats. Il y aura des poètes, des grands poètes d'Israël. Ah, alors des poètes, ça c'est... Il y a un poète qui n'est pas connu comme poète, mais pour lequel j'ai une grande sympathie, qui est Avraham Stern, le dirigeant du Lehi, qui était aussi poète à ses heures perdues, et qui a lui aussi d'ailleurs sacrifié une carrière littéraire pour devenir un dirigeant sioniste et un combattant. Si je peux le traduire, mais traduire la poésie, c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire. Bon, en tout cas, bravo pour le travail. On se retrouvera une prochaine fois. Et puis vous n'avez plus qu'à lire ce très joli livre, La maison de mon père, fragment autobiographique, écrit par Golda Meir. À très bientôt, Pierre Lursin. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.